c'est tout. Mais je le réécrirai, oui. Sans doute avec d'autres mots. Bienvenue sur votre chaîne Icônes à silence, le refuge où nous écoutons les échos brisés des légendes qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier le plus poignant de la chanson française, celui d'un homme qui a vécu avec l'intensité d'une tempête et qui a choisi de disparaître comme une brume sur l'océan. Paris, automne 1977. Une pluie fine et glaciale noie les boulevards, comme si le ciel lui-même pleurait le secret qui s'apprête à être révélé. Une voiture noire aux vitres teintées glisse furtivement à travers les rues désertes, fuyant comme la peste les regards indiscrets des paparazzis. À l'arrière, dissimulé sous une lourde couverture de laine pour cacher son corps décharné, se trouve celui qui fut, 10 ans plus tôt, la voix la plus puissante et la plus redoutée de France. Personne ne le reconnaît dans cette obscurité. Personne ne sait que cette poitrine, qui faisait autrefois trembler les murs de l'Olympia par sa force titanesque, ne respire plus désormais qu'à l'aide d'un seul poumon et d'une volonté de fer. Cet homme, c'est Jacques Brel, il est revenu incognito de l'autre bout du monde, non pas pour reconquérir la gloire qu'il avait volontairement jetée aux orties, mais pour accomplir une mission secrète, vitale et désespérée. 10 années se sont écoulées depuis que Brel a brisé le cœur de son public en quittant la scène en plein apogée, laissant derrière lui une France orpheline. La légende racontait qu'il avait trouvé son paradis aux îles Marquises, vivant libre et heureux comme un oiseau marin au milieu du Pacifique. Pourtant, la vérité derrière ce retour clandestin est infiniment plus douloureuse et complexe. Jacques Brel transporte avec lui une dernière lettre, un testament musical enregistré dans l'urgence absolue pour révéler la vérité sur la maladie qu'il a cachée au monde entier derrière un sourire fier et moqueur. Il est revenu pour briser le silence. Mais pourquoi ce symbole de vitalité a-t-il choisi d'affronter son destin dans une telle solitude, refusant la pitié de ceux qui l'aimaient ? Quelle force mystérieuse l'a poussé, alors que son souffle s'épuisait, à se tenir debout devant un micro une ultime fois pour nommer ceux qu'il n'a jamais pardonnés, ses bourgeois et ses faux amis qui hantaient ses nuits. Comment un homme qui avait le monde à ses pieds a-t-il pu tout abandonner pour mourir en étranger ? Avant de déchiffrer les lignes sanglantes de cette lettre d'adieu, nous devons remonter le temps. Nous devons comprendre comment un jeune garçon né dans le confort de Bruxelles, destiné à une vie calme et tracée d'avance, a pu ressentir très tôt cette bête intérieure qui allait le dévorer. Pour saisir la dimension tragique du secret que Jacques Brel emportera dans sa tombe, il faut d'abord mesurer la hauteur vertigineuse depuis laquelle il a choisi de tomber. Rien, absolument rien, ne prédestinait ce fils d'industriel belge, né dans la ouate et le silence de la bourgeoisie bruxelloise, à devenir l'idole fiévreuse de toute une génération. Son avenir semblait scellé dans la grisaille de la cartonnerie familiale Van Stambrel, une vie confortable, rectiligne, mais terriblement étouffante pour une âme qui rêvait d'ouragan. On l'imaginait succéder à son père, épouser les convenances et vieillir sans faire de bruit. Mais Jacques avait en lui une terreur primitive, celle de l'ennui. C'est cette peur viscérale de devenir un mort-vivant, un homme qui respire mais ne vit pas, qui l'a poussé à tout quitter au début des années 50. Il a laissé derrière lui sa femme Mich et ses filles, non par manque d'amour mais par nécessité de survie, prenant le train pour Paris avec pour seul bagage une guitare et une soif d'absolu. Les débuts dans la capitale française furent cruel. Paris ne l'attendait pas. On se moquait de son physique atypique, de ses grandes dents, de ses bras trop longs qui semblaient encombrer son corps. On le qualifiait de mauvais comique. Mais au fil des années, à force de travail acharné et de nuits blanches dans les cabarets enfumés de la rive gauche, la chrysalide s'est brisée pour libérer un papillon de feu. Au milieu des années 60, Jacques Brel n'est plus un simple chanteur à texte. Il est devenu un phénomène physique presque surnaturel, une anomalie magnifique dans le paysage musical de l'après-guerre. Ceux qui ont eu le privilège de le voir sur la scène mythique de l'Olympia racontent qu'il ne donnait pas un simple concert, mais qu'il livrait un combat à mort contre lui-même. Chaque soir, le rideau se levait sur une arène où Brel, tel un boxeur acculé, se battait avec ses mots. Il ne chantait pas Amsterdam, il devenait le marin ivre, il devenait le port, il devenait l'odeur de la bière et des frites. Sa voix montait crescendo, emportant le public dans une transe collective, tandis que son corps ruisselait
de sueur. Cette sueur devenue légendaire n'était pas un effet de scène, c'était la preuve tangible de son honnêteté. Il donnait tout, absolument tout, jusqu'à l'épuisement total. Quand il l'entonnait « Ne me quitte pas », ce n'était plus une chanson d'amour, c'était une prière universelle, l'hymne de tous les cœurs brisés qui trouvaient enfin une voix pour exprimer leur désespoir. Avec ces gens-là, il peignait une fresque sociale cruelle et précise, dénonçant la médiocrité de cette petite bourgeoisie qu'il avait fui, mais qui continuait de le hanter. Brel était devenu le miroir des passions françaises, dans une France en pleine reconstruction qui cherchait ses repères entre tradition et modernité. Il incarnait l'intensité pure, il était le grand Jacques, l'ami que tout le monde rêvait d'avoir, celui qui osait crier ce que les autres murmuraient. Ses disques se vendaient par millions, ses tournées s'enchaînaient à un rythme infernal traversant les frontières de l'URSS aux États-Unis. Il était au sommet du monde. Pourtant, c'est précisément là, sous les projecteurs aveuglants de la gloire, que les premières fissures ont commencé à apparaître sur le masque de l'idole. Brel, l'homme qui détestait la triche, a commencé à ressentir le poids écrasant de sa propre légende. Il a senti que la machine du show business, avide et insatiable, essayait de le transformer en produit. Il devait sourire, il devait signer des autographes, il devait répéter les mêmes gestes chaque soir comme un automate bien huilé. Pour un homme épris de liberté, cette routine dorée ressemblait de plus en plus à une prison de velours. Et dans l'ombre des coulisses, alors que le public hurlait son nom, Jacques Brel commençait déjà à planifier sa plus grande évasion. Alors que la France entière voyait en Jacques Brel un demi-dieu invincible, capable de soulever des foules par la seule force de sa voix, la réalité dans les coulisses était celle d'un homme qui se noyait lentement. L'image publique était celle de la gloire absolue, des disques d'or et des salles combles, mais l'envers du décor ressemblait davantage à un chemin de croix qu'à une vie de rêve. Brel avait découvert le prix exorbitant de la célébrité. Elle ne se contentait pas de prendre votre temps, elle exigeait votre âme. Le premier signe de cette fracture intérieure était purement physique, viscéral. Peu de gens savaient qu'avant chaque entrée en scène, le grand Jacques vivait un véritable calvaire. La peur de décevoir, l'angoisse de ne pas être à la hauteur de sa propre légende lui tordait les entrailles au point de le rendre physiquement malade. Dans l'intimité sordide des loges, loin des regards admiratifs, il vomissait. C'était un rituel terrifiant, quotidien, la preuve que son corps rejetait cette pression inhumaine qu'il s'imposait. Il disait souvent que monter sur scène, c'était comme aller à l'abattoir. Pourtant, une fois sous la lumière, il souriait, il chantait, il donnait le change, cachant ses tremblements sous des gestes amples et théâtraux. Mais la souffrance n'était pas seulement le trac, c'était aussi l'exploitation d'un système industriel implacable qui avait trouvé en lui la poule aux œufs d'or. Antea Brel était pris dans l'engrenage infernal des tournées interminables. Il vivait sur les routes, avalant des kilomètres de bitume, dormant quelques heures dans des hôtels impersonnels, mangeant des sandwichs froids entre deux galas. On le pressait comme un citron. Les producteurs, les impresarios, l'industrie du disque, tous voulaient leur part du gâteau. Il lui faisait signer des contrats qu'il enchaînait à un rythme de forçat jusqu'à 300 concerts par an. Il n'avait plus de vie, plus de temps pour voir grandir ses filles, plus de moments pour simplement respirer. Il était devenu la propriété de son public et de ses créanciers. Le pire pour un homme d'une honnêteté aussi maladive que Brel était le sentiment grandissant d'être une imposture. Il commençait à se sentir comme un jukebox, une machine à sous dans laquelle on glisse une pièce pour entendre la valse à 1000 temps. Il détestait l'idée de répéter mécaniquement les mêmes émotions soir après soir. Pour lui, chanter sans avoir le cœur qui saigne était une forme de vol, une escroquerie envers ces gens qui payaient leur place. Il se sentait coupable d'être riche alors qu'il chantait la pauvreté, coupable d'être adulé alors qu'il se sentait si seul. Cette solitude était paradoxale. Il était entouré d'une cour de musiciens, d'amis, de maîtresses, mais personne ne comprenait vraiment le vide qui se creusait en lui. Ils aimaient le chanteur, mais voyaient-ils encore l'homme ?
L'industrie musicale, cette machine à fabriquer des idoles, ne le protégeait pas, elle le consumait, elle voulait qu'il continue indéfiniment, qu'il reste ce personnage tragique et magnifique jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mais Jacques Brel n'était pas un pantin, il sentait que s'il continuait à se plier à ses exigences, s'il acceptait de devenir ce fonctionnaire de la gloire, il finirait par se haïr. La contradiction entre son besoin vital de liberté et cette cage dorée devenait insupportable. Il savait qu'il devait briser les barreaux avant que le système ne l'étouffe complètement. La tragédie n'était pas de tomber, mais de rester debout pour de mauvaises raisons, et bientôt cette tension accumulée allait provoquer l'impensable, le refus total et définitif. Le véritable scandale dans la vie de Jacques Brel n'a pas éclaté à la une des journaux à scandale, il a éclaté dans le cœur de millions de Français. En octobre 1966, au sommet absolu de sa gloire, Brel commet ce que beaucoup ont considéré comme une trahison impardonnable. Il annonce ses adieux définitifs. Pour le public, c'était incompréhensible. Comment un homme qui possède tout, l'argent, l'adulation, le pouvoir, peut-il décider de tout arrêter? L'industrie du spectacle, qui le voyait comme une mine d'or inépuisable, a cru à un caprice de star, une folie passagère. On lui a proposé des ponts d'or pour qu'il reste, on l'a supplié, on l'a culpabilisé, mais Brel est resté inflexible, il a coupé le cordon, il a quitté la scène comme on quitte une femme qu'on a trop aimée brutalement pour ne pas la voir vieillir. Il pensait avoir acheté sa liberté au prix fort. Il a troqué son costume de scène contre une vareuse de marin, achetant un grand voilier, l'Ascoy, pour réaliser son rêve d'enfant, traverser les océans et devenir un anonyme parmi les anonymes. Il voulait redevenir Jackie, l'homme simple, loin du monstre sacré, Jacques Brel. Pendant quelques années, il a cru avoir gagné son pari. Il a navigué, il a ri, il a respiré l'air salin de l'Atlantique, persuadé d'avoir échappé à la malédiction de l'artiste maudit. Mais le destin est un dramaturge cruel qui n'aime pas qu'on réécrive ses pièces. En 1974, alors qu'il approchait des îles Canaries, la tragédie l'a rattrapé, non pas sous la forme d'une tempête en mer, mais sous la forme d'une douleur aiguë dans la poitrine. Le diagnostic est tombé avec la violence d'un coup de poignard, un cancer du poumon, c'était la trahison ultime. Au moment précis où il commençait